Le thème de ce forum, c'était inventer le monde de demain. Pour cela, la métropole de Grenoble, le pays du Grésivaudan et du Voironnais se sont rassemblés en juin 2020 pour convier les locomotives grands groupes du territoire dans un pacte économique local. Ce pacte économique local a été co-construit depuis juin 2020 et a été annoncé en janvier 2021 par communication de presse à Alpexpo. Et ce pacte vise à nous rassembler, les entreprises, grandes, petites, les structures publiques, les structures semi-privées et privées, pour faire face aux défis de transition sociétale, écologique et numérique. Ce pacte, appelé pacte économique local, en fait, vous voyez les 24 structures qui l'ont co-créé, co-construit et ensuite communiqué. Chacune des entreprises ont pris des engagements qui sont publics, qui sont signés par les dirigeants de ces sociétés-là, sur les axes que je vous ai mentionnés. Ce pacte a 8 ambitions. Aujourd'hui, on va couvrir une de ces ambitions, c'est comment ces grands groupes aident les startups et l'innovation à émerger sur ce territoire. Et que cette innovation puisse être amenée dans le monde de demain, en local, en national, mais à l'international. Donc vous voyez, Air Liquide, EDF, Naver Labs, Orange, Enedis, Atos, Banque Populaire, GRDF, Radial, Becton Dickinson, les métros, Schneider, Hewlett Packard Entreprises, Soitec, la CCI était là pour nous aider, le ST Micro, l'UGA, Vancorex, le Crédit Agricole et le CEA. Donc c'est beaucoup d'emplois au travers de ces structures. Donc vous imaginez que la transition dont on parle, numérique, sociétale et écologique, c'est aussi de l'emploi. Et donc c'est un sujet d'attractivité. Et ça nous force à faire différemment, ensemble, pour demain. Faire plus avec moins, si vous voulez. Et on va définir le plus et le moins peut-être. Mais en tout cas, c'est faire différemment. Et on va parler de, on va dire, la deuxième ambition, celle que vous voyez là, soutenir une dynamique collective. C'est celle qu'on va approcher aujourd'hui au travers de ces pitchs grands groupes auprès des startups et qui vont le démontrer. Mais en fait, le vrai jury, ce n'est pas la startup, puisqu'elle va être invitée à parler aussi, c'est vous. Donc, comment on va faire ça cet après-midi? On va passer 15 minutes par entreprise et vous allez poser les questions que vous voulez poser. Bon, si vous n'en avez pas, moi j'en ai. Et les 2500 personnes en ligne également. Elles vont me les transmettre. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que les engagements pris par ces 24 structures sont publics et sont sur un site internet qui s'appelle www.pacteeconomiquelocal.fr, mis en place par la métropole de Grenoble. Tout est là. Les 24 dirigeants ont signé des actions qui sont soit collectives ou individuelles. Il y a plus de 200 actions en place. Et souvent, elles font fi de ce que d'habitude on fait pas parce qu'on fait partie d'une structure. J'ai appelé, il y a 1 an et demi, en fait, ce pacte comme une façon d'organiser une porosité. Une porosité organisée qui permet de faire mieux ensemble et différemment pour demain. Donc ce pacte a cette ambition-là sur plusieurs axes et il est en place. Et donc aujourd'hui, on va parler sur le bassin grenoblois de comment et pourquoi votre groupe, qui est invité à pitcher ici, participe au pacte économique local et quels sont les accompagnements spécifiques avec des exemples donnés par vous et avec des startups. Donc la métropole a choisi 4 groupes pour le faire, des groupes qui sont déjà en action, des groupes qui le font et de certains secteurs. L'INREED et Sensight, Pierre Genouvrier et Bruno Guérin seront là. Enedis, Hewlett Packard Entreprises et une startup Pixil dans l'imagerie médicale. EDF et la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, chacune de ces structures vont avoir 15 minutes à 2 pour vous présenter ce qu'elles font ensemble, mais vous pouvez poser les questions parce que je ne ferai que les permettre, les autoriser. S'il vous plaît, ne le faites pas dès que la première page est passée, parce qu'il y a à peu près 4 ou 5 slides par structure, et puis un questionnement. Voilà, c'est ce que j'appelle le pitch inversé. Vous êtes le jury, et j'appelle Pierre Genouvrier de l'INREED pour faire ce premier pitch, accompagné par Bruno Guérin,
qui est le CCO de Senseye. Bonjour. Déjà, je voudrais remercier le Pacte économique local de nous avoir sélectionnés pour venir présenter l'INRED. Et puis aussi, du coup, j'ai la chance de venir avec Bruno, qui est une start-up très très intéressante avec laquelle on travaille. Super. Tac. Donc juste pour resituer l'INRED, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a été créé alors, anciennement Sofradier en 86, donc un essaimage du CEA assez lointain. Donc une start-up, sans doute, on l'aurait appelé peut-être comme ça, je ne pense pas que le terme existait à l'époque, mais et maintenant c'est 1000 personnes, avec une diversification en 2002, avec une autre technologie du CEA, des bolomètres, et puis en 2018, la fusion des deux entités pour changer de nom et retrouver une nouvelle identité, redonner une dynamique, donc, qui s'appelle l'INRED maintenant, 237 millions d'euros, et beaucoup d'investissements en R&D, 15% du CA, 610 brevets, et puis une petite entité aux États-Unis pour essayer d'aller attraper un marché US, qui reste malgré tout assez difficile d'accès. Nous, on est assez ouvert en Europe, d'autres entités dans le monde le sont moins. Ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que on parle de pacte économique local. En fait, il y a tout un vivier autour de Grenoble, autour de cette vallée qui est extrêmement intéressant. Alors nous, dans le domaine, on fait de l'imagerie infrarouge, mais globalement, on voit que dans le bassin grenoblois, il y a d'autres qui font de l'imagerie visible, de l'imagerie X, et que tout ça, ça fait un vivier de compétences sur le bassin qui est extrêmement intéressant. On va chez les uns, on va chez les autres, les talents vont et viennent, mais à chaque fois qu'ils arrivent dans une entreprise et à chaque fois qu'ils rejoignent l'INRED, ils amènent leur pierre à l'édifice, ils font de l'INRED une entreprise plus compétitive. Et cette cross-fertilisation, alors des fois certains nous quittent pour aller poursuivre leur carrière ailleurs, et c'est très bien aussi en fait. Et c'est ce brassage, cet échange qui font que tout l'écosystème globalement croît en valeur et croît on va dire en pertinence par rapport à la compétition mondiale. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important de le garder en tête. Et puis, évidemment, au départ de tout ça, il y a des gens innovants dans les laboratoires. Et on a la chance aussi d'avoir un vivier universitaire qui est très riche sur Grenoble. Je vois qu'il n'y a pas HP, Hewlett-Packard, ça n'existe plus à Grenoble? Alors, HP existe, mais pas sur l'imaging. Et ils font plus ça, les imprimantes, l'impression, ça n'existe plus? Alors, les impressions, sans doute, mais ils ne sont pas dans la technologie. Ils sont pas dans la techno, ils ne sont pas dans l'imagerie. D'accord, j'ai rien dit. Mais on pourra les rajouter. Non, je ne travaille pas pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre promesse côté l'INRED? C'est de mettre à dispo de la techno infrarouge pour préserver et protéger les personnes, les biens. Et du coup, nos clients utilisent ça. Alors, dans divers domaines, donc on a l'espace, on équipe les météosats de capteurs infrarouges pour faire de la prévision climatique. Il y a tous les programmes Copernicus de surveillance de l'environnement qui utilisent de l'infrarouge. Évidemment, la défense, c'est des technos au départ qui sont destinés à la défense et qui, par essaimage, trouvent des applications aussi pour des aspects plus sociétaux, surveillance de l'environnement, etc. C'était pas le pointeur, perdu. On est aussi dans la thermographie, mesure de fuite thermique sur les bâtiments, donc, des gens qui développent ces applis. De l'observation de la nature, de la machine vision, du tri industriel. Et puis on commence à arriver dans les smart buildings, des solutions pour compter le nombre de personnes dans une salle, adapter la climatisation, faire des économies d'énergie, faire aussi des économies d'espace, parce qu'on le sait bien, les salles de réunion, on pense qu'elles sont toutes en pleine, mais quand on va en chercher une, bizarrement, elle est libre. Donc il y a tout un aspect un peu smart building qui se développe et qui est extrêmement intéressant. Et puis demain, il y a déjà un peu d'infrarouge dans des voitures, aujourd'hui essentiellement pour de la vision nocturne et puis essayer de détecter des piétons et éviter de les écraser. Demain, on aura probablement dans des voitures autonomes des freinages d'urgence automatiques qui éviteront l'erreur humaine, on va dire. Donc tout ça est émergent et évidemment, autour de tout ça, il y a les startups. Et donc, on va les avoir, si on fait le lien entre ce que fait l'INRED pour les startups et les startups, j'ai envie de dire deux axes.
un premier axe où on a besoin des technologies des startups. Elles nous intéressent et elles vont créer de la valeur sur les produits qu'on fait. Donc c'est ce qu'on voit plutôt sur le côté gauche de ce transparent. On va faire de la R&D avec des labos universitaires. On va développer des technologies ensemble, nous plutôt en prescripteurs et eux en inventeurs. Et puis à un moment, pour que ça devienne une réalité industrielle, il faut créer une entité. L'université n'a pas vocation à produire, évidemment. Et donc la spin-off se crée et elle devient fournisseur de l'INRED. Donc là, j'ai pris l'exemple de Vulcam avec qui on travaille. Et on va s'engager, nous, à donner une caution et aussi un peu d'argent pour que la bonne idée devienne une réalité industrielle et qu'elle puisse nous servir vraiment. Donc on va participer à ça. Et puis l'autre côté, et c'est pour ça que Bruno est là aujourd'hui, on va aussi donner accès à nos technologies à des startups qui aujourd'hui auraient du mal à rentrer dans un portefeuille client parce qu'elles vont d'abord essayer, elles vont en acheter un, deux, là où sur la partie bolomètre, on compte en dizaines de milliers les comptes clients. Et donc c'est très difficile souvent pour ces startups de rentrer juste dans le panel client. Et donc c'est plutôt via nos laboratoires d'application, via la R&D, que ces startups, on les rencontre et on leur offre l'accès à la technologie pour qu'elles puissent développer, qu'elles puissent essayer, qu'elles puissent créer de la valeur, qu'elles puissent démarrer vraiment. Et qu'il n'y ait plus cette barrière de « bah oui, mais si vous m'en achetez 2, ça ne m'intéresse pas, revenez plus tard quand vous en achèterez 100 000 ». Mais on n'en achètera jamais 100 000 tant que l'application n'est pas créée et que ça n'a pas rencontré un besoin. Donc ça, je laisserai Bruno expliquer plus en détail. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de techno émergentes et on a besoin que nos gens montent en compétences, nos collaborateurs en R&D notamment. Et donc on a aussi des contrats avec des startups qui nous forment en fait sur des nouvelles technologies qu'on ne connaît pas et qui sont spécialisées dans ces technologies. Donc on a aussi cette relation. Et puis le dernier point que je fais personnellement en tant que directeur technique, c'est que l'INRED appartient à 50% à Thales, qui est le gros Thales. Et donc, moi, je suis en relation directe avec la personne qui gère on va dire le portefeuille de connaissances de l'ensemble des startups au niveau Thales. Et donc, on échange régulièrement entre moi, des gens que je rencontre. Et donc, du coup, je fais le lien avec ce porteur pour tout le groupe Thales de mise en relation de startups. Et inversement, lui m'envoie quelque part une sorte de liste qui me permet de piocher. Quand j'ai des besoins de technologie, j'ai déjà des premières idées. Voilà, après, Bruno, je te laisse peut-être... Alors, j'ai une question. Vous avez parlé de démonstrateurs pour votre concept, d'aspect d'aide, d'accompagnement. Quand est-ce que vous dites non à la start-up ? À quel moment ? Alors, il n'y a pas de moment précis, en fait. On ne vous accompagne plus. Comment ça se termine en général ? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore eu ce cas de figure, moi je dirais. Enfin, moi je ne l'ai pas vécu, mais par contre, quand est-ce qu'on ne l'accompagne plus ? Quand, en fait, le marché ne mord pas. J'ai envie de dire, la start-up ne rencontre pas son succès, finalement. Ou alors, dans le cas où on nous fournit des technologies, la promesse de la technologie n'est pas si élevée que ça. Donc la valeur générée est intéressante mais pas suffisante. Et est-ce que vous arrivez à amener Thales à jouer un rôle d'intégrateur pour des clients chez eux ? Ouais, tout à fait. Là, j'avais l'exemple de Vulcam, donc, qui développe des matériaux amorphes qui sont très intéressants. Ils sont intéressants pour nous, mais voilà, on s'est dit, s'il n'y a que l'INRED en client, ça ne marchera pas en fait. D'accord. C'est trop petit l'INRED. Merci. Donc du coup, effectivement, moi je les ai mis en relation avec des experts de Thales pour qu'ils essayent aussi la technologie pour des choses qui ne nous concernent pas. Donc c'est comme ça qu'on essaye aussi un petit peu d'élargir un peu le champ en utilisant notre réseau. Merci. Alors Bruno, dites-nous ce qu'il n'est pas vrai dans tout ce qu'il a dit. Eh bien, écoutez, non, je pense qu'il a tout à fait résumé le partenariat qu'on peut avoir avec l'INRED. Nous, en tant que start-up, on a été créé il y a 4 ans et on travaille effectivement de concert avec l'INRED et on cherche effectivement à développer des démonstrateurs pour des clients, des applications précises. Donc on s'appuie sur toute l'innovation de l'INRED et la proximité qu'on a avec l'INRED pour pouvoir échanger, d'avoir un accès primeur sur la technologie et également sur certains leads commerciaux.
En échange de cours, on fait des démonstrateurs et ça permet effectivement de voir aussi les limites et donner un retour terrain à l'INRED sur ce qu'on peut attendre en tout cas de leur technologie. Et effectivement voir par rapport à des applications ou des marchés bien spécifiques quelles sont les attentes et ce vers quoi il faut effectivement éventuellement développer les nouveaux produits. Merci. Alors Sensight et l'INRED en tant que partenaires, donc on est très contents puisque à partir depuis janvier 2021, on a développé un produit qui est vraiment basé sur la technologie de l'INRED. Qu'on appelle ENIO, qui est un produit, on va dire, OEM et radio, enfin thermographique, qui permet effectivement de mesurer la température. Donc on va aller vers différentes applications, que ce soit dans le domaine mécanique pour pouvoir voir les points chauds, industriels pour pouvoir voir les points chauds, les points froids, pour tout ce qui est alimentaire, voir les différences entre tel et tel produit. Pour des applications également vétérinaires, pour voir par exemple sur un animal quelles seraient les parties qui seraient endommagées. Et puis également médicales, puisqu'on arrive effectivement à avoir des mesures de température très très fines, notamment aux alentours de 37 degrés. On arrive à avoir une précision de 0,3 degrés qui nous permet effectivement de pouvoir mesurer une température précise de personnes. Donc, qui est assez d'actualité en ce moment. Et donc rapidement, Sensight, on a créé cette société en 2017 et aujourd'hui on se base sur un savoir-faire en interne qui est l'optimisation des imageurs et donc augmenter les performances des technologies qui nous sont effectivement mises à disposition par l'INRED. Pour pouvoir faire des produits sur mesure, que ce soit d'une preuve de concept vers l'industrialisation de produits. Nous, on a une orientation effectivement vers du produit embarqué, ce qui nous a permis effectivement de pouvoir partir sur des applications diverses et variées, notamment avec Valeo, Airbus ou bien Bosch. Notamment dans un premier temps avec l'intégration de capteurs l'INRED dans le cockpit du futur de Valeo au CES, qui permet de faire de la mesure de température de personnes, de pouvoir monitorer la respiration du chauffeur et de pouvoir effectivement détecter des anomalies. Mais on va aussi plus loin vers du médical et également vers l'industrialisation de produits pour des applications industrielles qui sont par exemple la détection et l'assurance l'assurance qualité d'avoir des points de colle sur du pare-brise. Donc tout ça fait qu'effectivement grâce à ces technologies, on arrive à adresser plusieurs marchés qui sont très 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 demandeurs et très très innovants. Est-ce que vous avez une question? Sinon, j'ouvrirai le micro virtualisé. Pas de questions? Donc c'était clair. Moi, j'en ai une qui vient d'être rapportée. Qu'est-ce qui se passe au quotidien entre vos équipes en fait? Comment ça marche au quotidien? Vous êtes hébergés? C'est quoi les types d'échanges au quotidien? Tu veux répondre ou... Non, c'est pour vous. C'est pour moi. Au quotidien, en fait, au quotidien, au jour le jour, non. Mais par contre, effectivement, dès qu'il y a une problématique technique ou une demande spécifique, effectivement, on est en relation donc avec les équipes de Pierre ou les équipes commerciales qui permettent d'avoir un échange constructif sur une demande marché. Là, je parlais par exemple de Valeo, on a des demandes spécifiques par rapport à ce marché qui est en pleine croissance. Et on a besoin d'avoir cette synergie entre les deux sociétés pour pouvoir effectivement proposer un produit cohérent à notre client. D'accord. Merci. Vous n'avez pas de questions. Et les 2500 personnes en ligne non plus. Allô, Shanghai? Ouais.
Oui? Non? Ok, pas de questions. Merci. Merci à vous. Merci. Franchement, je ne vais pas avoir toutes les questions, donc vous pouvez les poser. Je vais maintenant appeler Patricia Mella à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes d'Enedis, gestionnaire du réseau électrique public, ainsi que Pascal Sabatier, qui est une des personnes des 2500 en ligne. Donc Patricia, est-ce que vous êtes là? Patricia et Pascal? Oui, Pardon. bonjour, excusez-moi. Pascal est là. Vous savez, la vidéo, c'est un petit peu comme faire tourner les tables. Des fois, on dit « Esprit, es-tu là ?» et puis l'esprit vient pas. Donc, aujourd'hui, vous aurez ma voix, mais je suis désolé, la caméra ne veut pas fonctionner. Bon, eh bien, on va faire avec votre voix et on ne vous en voudra pas. Il y a 2500 personnes dans la salle, donc faites attention à ce que vous dites. Toujours. Bon, Patricia, présentez-nous votre relation avec Active Motion et présentez-nous, si c'est encore nécessaire, Enedis. Et à toutes, merci Philippe. Donc, effectivement, je vais peut-être commencer par vous présenter Enedis. Enedis, c'est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95% du territoire en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Enedis? D'abord, on conduit le réseau, c'est-à-dire qu'on s'assure à chaque instant qu'il y a de l'électricité dans les lignes. On dépanne quand il n'y en a pas. On raccorde des nouveaux clients. On essaie d'améliorer sans cesse ce réseau et sa résilience. Et puis, on compte aussi les consommations d'électricité. Et enfin, on accompagne les collectivités locales parce que, en fait, on exploite des réseaux qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent aux collectivités locales. Donc, Enedis, en quelques chiffres, c'est 37 millions de clients, c'est 38 000 salariés sur l'ensemble de la France, c'est 1,4 million de kilomètres de lignes. C'est 35 fois le tour de la Terre et chaque année, on investit 4 milliards d'euros. Ça fait, en gros, on construit un tour de terre et on rénove un tour de terre chaque année. Alors, dans ce contexte, à quoi nous sert finalement l'innovation? On a trois grands objectifs. Le premier de ces objectifs, être le service public du 21e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire améliorer notre performance industrielle, préparer les métiers de demain, et tout ça en assurant la santé et la sécurité de nos salariés. Notre deuxième objectif, c'est de renforcer notre agilité et de nous acculturer à de nouveaux modes de travail. En fait, on a souvent en interne des process un peu lourds et donc on a un enjeu de simplification de nos process et de simplification et de numérisation de la relation avec nos clients. Et puis le troisième enjeu, et c'est un enjeu particulièrement fort pour nous, c'est la transition énergétique. En effet, 95% des énergies renouvelables sont raccordées au réseau de distribution, 95% des installations. Nous raccordons toutes les bornes de véhicules électriques et surtout, et ça je suppose que tous ceux qui sont dans la salle en ont entendu parler, nous avons déployé des compteurs communicants. À la fin de l'année 2021, nous aurons déployé 35 millions de compteurs. Ces compteurs, ils remontent énormément d'informations. Donc on a un sujet autour de la gestion de toutes ces données et notamment de toutes ces données de consommation énergétique pour les mettre à disposition de nos clients, des particuliers bien sûr, mais aussi des collectivités qui peuvent lancer des programmes, orienter des programmes d'efficacité énergétique. Donc, pour répondre à ces enjeux, comment on gère un petit peu, enfin, comment on promeut l'innovation au sein de l'entreprise? On a en fait trois grands domaines. Premièrement, de la R&D. On a de la R&D interne, mais on a aussi une partie de R&D externalisée. On finance à Grenoble la chaire Réseau Intelligent de Grenoble INP. On a une participation à la chaire Intelligence Artificielle de Grenoble de l'UGA.
notamment pour travailler sur la maintenance prédictive. On est dans le pôle de compétitivité. On a, si je vais complètement à l'autre bout, on a un deuxième mode d'innovation qui est de l'innovation interne. On a une plateforme d'innovation collaborative. Et puis au milieu, on a l'open data. Et donc, on travaille avec des startups de plusieurs manières. On travaille avec des partenariats de R&D. Et puis, on a surtout ce qu'on appelle un concours start-up qu'on réalise chaque année. On propose à des start-up de s'inscrire sur notre site. On est répartis en 25 directions régionales. Moi, j'appartiens à la direction régionale Alpes, c'est Savoie, Haute-Savoie, Isère. On sélectionne dans chacune de ces entités régionales 2-3 start-up qui nous paraissent intéressantes. On les accompagne pour qu'elles pitchent au niveau national, on les prépare et puis elles sont sélectionnées au niveau national. Et quand elles sont sélectionnées, on les accompagne pour financièrement mais aussi techniquement pour réaliser un POC. Et en espérant que ce POC débouche sur une activité intéressante pour Enedis. Et si c'est le cas, à ce moment-là, bien, on peut ouvrir le marché Enedis. Donc, ce que nous permettent les startups, c'est d'expérimenter rapidement des solutions, plus rapidement que ce qu'on peut faire en interne. C'est aussi de porter un regard neuf sur nos métiers. D'apporter une certaine expertise technologique, c'est le cas en particulier de l'intelligence artificielle, et puis de faire évoluer nos process. Et on essaie de s'inspirer de la culture start-up, ce qui est parfois un peu compliqué. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter quelques exemples. Donc on a beaucoup de startups grenobloises en fait. On accompagne une startup qui s'appelle Gulplug dans un partenariat de R&D, c'est-à-dire que donc là on leur permet de faire une expérimentation sur notre flotte de véhicules électriques, puisque c'est un système de branchement automatique de véhicules électriques. On a équipé des véhicules, on a équipé notre parking ici à Grenoble. Et on va les accompagner sur l'expérimentation, c'est-à-dire qu'ils vont suivre à la fois la performance technique et puis les retours des utilisateurs pendant 6 mois d'utilisation de nos véhicules. Vous voyez, c'est un système en gros, la ground unit que vous voyez bleu, en fait est posée au sol. Il y a un système de branchement qui descend de la voiture automatiquement quand la voiture se gare, ce qui évite à nos collaborateurs de brancher la voiture sur une borne, ce qui évite aussi les collaborateurs distraits qui oublient de brancher et qui, le lendemain matin, le collaborateur se retrouve, quand il veut prendre la voiture, avec le véhicule non rechargé. Le deuxième exemple, donc, c'est Heliocity, c'est aussi une start-up grenobloise qui se trouve justement, qui est présente ici aujourd'hui et qui a remporté le concours start-up dans la catégorie territoire. Donc on va lancer un POC avec elle. Elle a développé un outil, un logiciel qui permet d'évaluer la performance de panneaux photovoltaïques intégrés au bâti. Et pour l'instant, elle a développé ce logiciel sur la base de données techniques en provenance des onduleurs. Et nous, on va mettre à disposition les données de nos compteurs pour qu'elle vérifie la fiabilité de son logiciel. Et le deuxième prix, donc cette année, le concours Startup, il y a eu 2 prix qui ont été donnés à des startups grenobloises. Donc le premier, c'est Heliocity, et puis le deuxième, donc c'est ActiveMotion. Et Pascal, je te laisse présenter ActiveMotion. Bonjour à tous, merci d'être venus. ActiveMotion est une jeune société de la région grenobloise. Nous avons été fondés en 2019. Nous sommes hébergés par ST Microelectronics, ce qui nous donne accès à des technologies les plus récentes, quasiment avant tout le monde. Notre concept, c'est la communication main et oreille libre. Nous faisons le maximum pour libérer l'écoute et les mains, pour sécuriser les gens qui doivent travailler et qui doivent communiquer en même temps. Que vous ayez des zones de bruit, des équipements de protection, du mouvement, ne doivent pas interférer avec la communication. Très rapidement, les produits, notre fer de lance, c'est l'écouteur Extrasound.
On ne fait pas vibrer les os du crâne, on fait vibrer le pavillon de l'oreille. Tout le système reste à l'extérieur de l'oreille. C'est très confortable, ça offre un son très naturel qu'on peut oublier et porter toute la journée. Et ça permet d'entendre parfaitement les sons extérieurs, les alarmes, les gens qui vous parlent. Donc c'est un élément de sécurité et c'est aussi un élément de confort et de sécurité auditive parce qu'on peut se protéger les oreilles et continuer à communiquer. Nous avons d'autres briques technologiques, je ne vais pas m'étendre, mais un exemple qui a bien plu à Enedis, c'est le harnais Freeside que vous voyez sur le côté, porté par un technicien d'Enedis. On a aussi un microphone spécialisé, un interpréteur de gestes, etc., etc. Toutes ces briques technologiques sont destinées à rendre la communication plus sûre et plus confortable en milieu professionnel. En venant au cas d'usage d'Enedis, nous avons découvert pendant les premiers tests des cas où la communication oreille et main libre était particulièrement pertinente. En effet, les préventeurs sécurité de Enedis, ils ont tendance, pour raison évidente, à interdire l'usage du smartphone. Mais comme il n'y a qu'une seule place dans la nacelle, les techniciens doivent crier pour communiquer. À partir du moment où le technicien peut entendre, parler, envoyer de la vidéo sans se mettre en danger, cela ouvre de grandes possibilités et on n'a pas encore exploré tous les cas d'usage. Tutorat, montée en compétences, inspection de ligne, ce sont les premières que nous avons identifiées, mais on va en découvrir d'autres. Aujourd'hui, 9 directions régionales se sont portées candidates pour faire des essais de terrain. En conclusion, en revenant à l'aide à l'innovation apportée par Enedis et plus généralement par les grands groupes, je dirais que la première étape est de partager la connaissance des applications et des besoins. Aussi intelligents, aussi innovants que les start-upers peuvent être, ils ne peuvent pas découvrir les cas d'usage sans l'aide des professionnels, des spécialistes des domaines. Par exemple, la raison pour laquelle je vous parle en vidéo aujourd'hui, c'est que nous sommes à Bordeaux au SOFINS, au Salon des Forces Spéciales. Et donc, c'est par des essais, par la volonté de tester des produits et solutions qui ne seront peut-être pas totalement finalisés, mais qui ont du potentiel, que les grands peuvent aider les petits. En fait, si on attend le produit parfait, si on n'accepte pas une prise de risque limitée, eh ben, on n'aura pas l'innovation et le produit de demain. Enedis a fait ça pour nous, nous a offert la possibilité de découvrir des applications et nous les remercions vraiment chaudement. Merci à vous. Merci Monsieur Sabatier, merci Pascal, c'est vraiment bien exprimé, et notamment sur le mythe de ce qu'est un grand groupe par rapport à une start-up et l'humilité qui doit exister de chaque côté de ces structures pour pouvoir bien travailler ensemble. Et merci beaucoup de l'avoir exprimé. Moi, je voudrais vous poser une question, Patricia. Oui, c'est juste compliqué pour moi. Est-ce que j'ai bien compris que votre accompagnement se concentre sur 3 verbes? 1, sélectionner, 2, POCiser, et 3, embarquer chez vos clients au travers des solutions que vous avez? Oui, alors, c'est un petit peu ça, et on essaie d'aller un petit peu plus loin. En fait, chez nos clients, c'est plutôt pour nos propres usages. Hein. En tout cas, c'est le cas d'ActiveMotion, c'est le cas d'Heliocity ou de Gullplug. Pour l'instant, ça reste pour notre propre usage. Et sur le POC, comme vous dites, on essaie aujourd'hui, on s'est aperçu que l'accompagnement parfois n'allait pas assez loin. Et aujourd'hui, ce que l'on cherche à faire, c'est encore plus sélectionner pour accompagner plus longtemps et pour aller vraiment jusqu'à l'industrialisation. Et donc, vous vous positionnez comme client de la start-up que vous accompagnez? On se positionne comme premier client de la start-up qu'on accompagne. Et après, bien sûr, si elle trouve d'autres clients, tant mieux. Mais on essaie de lui donner un tremplin pour son développement. Merci. Et pour vous, Pascal, parlez-moi d'une autre start-up qui avait été hébergée par ST et qui travaillait aussi sur le mouvement pour pouvoir piloter lorsqu'on ne peut pas justement toucher à son smartphone. Cette start-up qui avait été hébergée chez ST s'appelait Bixi. Comment vous vous comparez par rapport à Bixi? Bixi fonctionnait très très bien, mais le défaut qu'ils avaient,
et je regrette, hein, ça ne se fait pas de critiquer les copains, mais ils n'avaient pas de cas d'usage. En fait, ils avaient un produit qui était parfait du point de vue de la technique, qui était même assez sexy, mais qui était quand même un nice to have. Et en tant que start-up, le premier écueil qu'on rencontre tous, c'est de trouver quelque chose qui ne soit pas seulement intéressant et sexy, mais qui soit vraiment fondamentalement utile. Et je crains que Pixi ait échoué sur cette partie-là. Je vous confirme, et Thierry Fenge, qui est assis devant moi, le confirme également. Et c'est là où c'est très beau ce que font à la fois ST et Enedis pour votre start-up, c'est qu'en fait, d'un côté, vous trouvez le cas d'usage grâce aux grands groupes, et de l'autre côté, vous êtes accompagné pour avoir au plus tôt l'information sur la technologie. Et c'est ce que vous avez trouvé chez ST, c'est ce que vous avez dit. Et bravo aussi à ST et à Enedis, parce que c'est ces deux grands groupes qui permettent votre accélération. Vous êtes d'accord ? Absolument. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous avez vu, je peux continuer, moi, avec des questions. Hein. Vous n'en avez pas ? Madame ? Bon, pas de questions. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce binôme digital. Bravo. Ce troisième grand groupe appelé à pitcher, je le connais assez bien. Il s'agit de Hewlett-Packard Enterprise. Donc, je vous promets de ne pas poser les questions, parce que ça ne va pas se faire. Donc, je vous demande de vraiment poser les questions. Vous êtes le jury dans la salle et les 2500 personnes en ligne. Et pour ce faire, j'appelle Christophe Leclerc, mon collègue, qui est en charge du développement dans les verticaux des télécoms 5G chez Hewlett-Packard Enterprise, de nos forces de vente, de la formation, ce qu'on appelle le Sales Enablement, et qui, cette année-ci, s'est porté volontaire pour gérer un programme qui existe depuis la 7e année, qui est un programme d'accélération de start-up en France. Donc j'invite Christophe Leclerc à venir me rejoindre et accompagné d'une start-up, Pixil, qui est sur le circuit médical et qui fait l'utilisation de l'IA pour analyser les IRM en moins de 5 minutes pour le cerveau. Et ça ne se fait pas par ailleurs. Donc, merci à vous. Et je vous laisse le micro pour présenter Monsieur Leclerc, Christophe, ce que vous faites, et puis également Pixil. Bonjour à tous. On m'entend là ? Oui. Bien. Next. Alors, je vais d'abord commencer par présenter Hewlett-Packard Enterprise. J'insiste sur entreprise là, parce que c'est pas HP, c'est Hewlett-Packard Enterprise, qui se définit comme The Edge to Cloud Platform as a Service Company. Donc c'est en anglais, hein, c'est une entreprise américaine. Et c'est important cette partie-là, parce que notre but, en fait, c'est de changer, d'améliorer la façon dont les gens vivent et dont les gens travaillent. Okay, c'est le purpose que vous voyez là-haut. Donc c'est très beau ça, il y a plein de façons de le faire. On est parti sur 4 axes particuliers, et ça c'est directement ce que notre CEO, Antonio Neri, dit à tous les investisseurs et à tous nos clients, à tous nos partenaires. C'est d'aller voir derrière, d'aller voir toujours au-delà. Okay, go beyond. Et que tous les mouvements qu'on va faire, il faudra que ce soit des mouvements qu'on voudra faire, qui seront volontaires et qui apporteront dans cet objectif. Donc on croit vraiment dans « oui, on peut le faire ». Yes, we can. Yes, I can. Okay, moi devant vous, vous devant moi, c'est la même chose. Et dernier point, c'est qu'on est là pour le bien de l'humanité, pour le bien de tout un chacun. Voilà. Et pour arriver à faire tout ça, donc ici c'est le forum 5i, nous on a nos 4 E, okay, qui sont Engage, Empower, Evolve and Execute. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment le besoin de nos clients et le besoin de nos partenaires. Okay, et voilà, et tout ça, bon, comme beaucoup d'entreprises qui ont la volonté d'aller vers l'avant dans un but pour le bien, on le fait avec une intégrité non compromettable. Donc on a différents d'HP, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu encore. Pas par rapport à ça, mais par rapport à notre business. Donc en voyant tout ça,
on a un projet d'entreprise qui est le programme Startup de HPE en France, qui dérive directement des valeurs qu'on porte. Et c'est un projet qui est vraiment d'entreprise. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'employés de HPE en France, et notamment à Grenoble, qui vont porter ce projet. Philippe en est un, moi j'en suis un autre, mais on n'est que la face émergée de l'iceberg. Il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur ce programme. Donc l'objectif, c'est de développer les startups en France, pas en termes d'incubation, mais en termes d'accélération. Donc des startups qui vont déjà être là depuis quelques années et qui ont déjà un produit ou un service qui est sur le marché et qu'on a trouvé intéressant à accélérer avec nous, ou grâce à nous, ou à travers nous. L'Open Innovation, bon, c'est un peu le sujet aussi du forum 5i, mais on est clairement là-dedans, et vous voyez bien qu'avec un programme Startup, comme d'autres entreprises, les 4 autres qui sont ici, Donc, qu'est-ce qu'on offre avec notre programme Startup? En fait, on offre un suivi personnalisé de 1 année. Donc, 1 année, ce n'est pas une année stricte, puisqu'il va y avoir un parrain qui va être nommé, ou qui est déjà nommé, pour chaque startup, et qui va l'accompagner, qui va ouvrir les portes de Hewlett-Packard Enterprise et de tous les réseaux qu'on peut avoir. Hewlett-Packard Enterprise est quand même une très, très grande société, hein, plus de 60 000 employés dans le monde, un chiffre d'affaires à quelques milliards de dollars trimestriels. Et à travers ça, on va aussi accompagner les startups qui sont des startups locales, puisque c'est uniquement des startups basées en France. Et on verra tout à l'heure qu'il y en a pas mal qui sont basées sur la région grenobloise. On va ouvrir en fait avec les ateliers, les conférences et tout ce à quoi on participe. Il y a eu Vivatech qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On a ouvert nos portes, notamment à Pixil, qui m'accompagne aujourd'hui, au salon Vivatech. On offre aussi la possibilité de tester les solutions qui sont développées par ces startups dans nos labs qui sont situés soit à Grenoble, soit à Genève. Voilà, comme vous disiez, Philippe, c'est la 7e année qu'on tourne de ce programme. Donc en 7 ans, on a eu le temps d'accompagner quelques startups, 120, un peu plus de 120. Je les ai comptées une par une. Je n'étais pas sûr, j'étais à 128, mais n'étant pas sûr, j'ai mis que 120. Je suis responsable de l'arrondi. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un projet d'entreprise. Il y a à peu près 100 salariés qui sont impliqués dans ce programme. Et quand je dis impliqué, ça veut dire quelqu'un comme moi. C'est pas mon premier job, hein, c'est pas la chose que je fais. Moi, je m'occupe des formations au niveau mondial pour le vertical telco. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la start-up qui m'accompagne aujourd'hui. Donc, tous les autres sont volontaires pour faire ça. D'accord ? Il n'y a personne dont c'est le métier à plein temps. Évidemment, de belles histoires, et j'espère que Pixil sera une belle histoire. En 7 ans, on a eu le temps d'en créer, et j'espère qu'on en créera encore beaucoup d'autres. Donc le programme en 2021, c'est aussi un programme où on s'inscrit, il y a une sélection, une présélection, une sélection, enfin, pour ceux qui ont des programmes de start-up, ils connaissent ça. Je suppose que Enedis fait la même chose, ou c'est ce que j'ai compris en tout cas. Et l'objectif, c'est de faire du co-business en fait avec cette société. Donc, à la fois peut-être l'embarquer dans les solutions que HPE va vendre, ça peut être aussi ouvrir à nos réseaux de partenaires. Ça peut être aussi aller directement chez nos clients avec eux. Comme je disais, ce n'est pas un programme d'incubation, c'est vraiment un programme d'accélération. Donc, on demande à la start-up qu'elle soit déjà installée, qu'elle ait déjà un produit. Et on demande aussi qu'elle soit basée en France. C'est le programme d'HPE en France. Donc les domaines d'intérêt, il y en a beaucoup. Hewlett-Packard Enterprise est quand même une très grosse société. Cette année, on a mis le curseur assez fort sur l'économie responsable, qui nous paraissait être novateur.
Mais il y a évidemment d'autres choses comme la santé, health, ou bien l'intelligence artificielle. Et de ce que je sais, Pixil est un mot représentant de ces deux parties. Voilà les 15 startups de cette année qui ont été sélectionnées. Vous voyez là-bas, tout en haut, c'est Pixil, qui est domicilié à La Tronche, donc clairement dans le bassin grenoblois. Ce que vous pouvez voir, c'est les différentes localisations de ces sociétés. Donc c'est partout en France, hein. On a Brest, on a le sud aussi. Et, fait étonnant, il y en a 5 qui sont sur le bassin grenoblois. Et 7 si on compte toute la région Rhône-Alpes. Donc on a vraiment ici, sur notre bassin, et ça, moi j'en suis content, je suppose que vous aussi, qui êtes de la région, on a vraiment un bassin qui est très, très, très innovant. Avec tout ça, je vais passer la main à Pixil, qui est représenté aujourd'hui par Julien. Donc c'est pas... Malheureusement, en fait, le représentant qui devait être là, Édouard, ne pouvait pas descendre de Paris pour des raisons privées, personnelles. Et donc, Julien, CTO de Pixil, basé ici à Grenoble, va nous présenter les activités et comment vous travaillez ensemble. Allô ? Oui, bonjour à tous. En effet, oui, c'est Édouard, c'est pas moi, hein. Vous l'aurez compris. Donc, je vais vous dire d'abord quelques mots sur Pixil. Donc, Pixil, comme vous l'aurez compris, c'est une start-up qui est issue de la recherche et qui a été fondée en 2015. Donc nous développons un dispositif médical dont l'objectif c'est de faire de l'analyse automatique d'IRM cérébral pour en faire ressortir des biomarqueurs liés à certaines pathologies. Donc on parle ici de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, ou des maladies de la matière blanche, comme la sclérose en plaques, par exemple. Donc, ces analyses, elles sont faites principalement à base de méthodologies d'intelligence artificielle, machine et deep learning. Et l'objectif principal de ce que nous faisons, le but principal, c'est de mettre dans les mains des radiologues ces outils complètement innovants. Et comme on l'a dit au début, c'est quelque chose qu'on arrive à faire, voilà, grâce à beaucoup de travail des équipes, quelque chose qu'on arrive à faire de manière très rapide, en quelques minutes seulement, et d'une plutôt assez grande qualité, je dirais. Donc, encore une fois, Pixil est une start-up. Donc Pixil a été créé avec une idée initiale, avec des personnes expertes autour de cette idée initiale, donc, qui pour nous est la neuroimagerie. Et je sais que les personnes qui sont dans le domaine des startups vont me comprendre et savent de quoi je parle, mais c'est pas tout d'avoir une idée initiale et un premier produit qui fonctionne. Le chemin est long pour pouvoir avoir un produit qui fonctionne partout, que les clients peuvent utiliser. Il y a énormément de domaines qui gravitent autour, qui doivent être adressés et qui demandent de l'expertise. Je pourrais citer par exemple la partie réglementaire, sans laquelle nous ne pouvons pas vendre dans les hôpitaux. Alors il y a des réglementations européennes, américaines, en fonction des marchés, mais c'est très, j'allais dire time consuming, ça demande énormément d'investissement et d'expertise. Je pourrais citer la protection des données. Donc nous manipulons des données médicales, donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on en fait. Je pourrais citer la cybersécurité. Évidemment, dans notre domaine, ça va de soi, et puis vous pouvez entendre quotidiennement des problèmes de société qui se font attaquer. Ou alors des problématiques de mise à l'échelle ou d'infrastructure pour pouvoir mettre la solution dans les mains de l'utilisateur directement, pour qu'il soit intégré dans leur workflow. Donc tous ces domaines nécessitent des expertises. Et évidemment, une start-up, par définition, n'a pas initialement toutes ces expertises et donc doit adresser chacun des domaines un peu par lui-même.
Et là où je veux en venir, c'est que justement, c'est là qu'intervient le programme d'accompagnement d'HPE, qui pour nous aujourd'hui est vraiment une super opportunité. Qu'est-ce que vous avez été chercher dans ce programme d'accélération? Parce que Hewlett-Packard Enterprise, Edge-to-Core as a Service Platform dans l'IT, le cloud hybride. Edge to Cloud. J'ai dit core? Ok. Edge-to-Core as a Service. Qui est dans l'hybride IT. Vous êtes dans le domaine médical, vous parlez d'utilisation de données, de cybersécurité. Enfin, qu'est-ce que vous avez été recherché dans ce programme? Il y avait 70 startups qui ont postulé. Pourquoi vous avez été pris? Qu'est-ce que vous cherchez? Enfin, expliquez-nous. C'est là où je veux en venir. Alors en fait, on s'est concentré sur deux domaines particuliers. Le premier, c'est la cybersécurité. Parce que c'est pour pouvoir être déployé dans de plus en plus de centres. C'est des domaines sur lesquels il faut qu'on travaille et pour lesquels on n'a pas d'expertise et sur lesquels HPE peut nous accompagne, disons. L'autre domaine, c'est le domaine de l'infra. Aujourd'hui, nous avons une solution qui est basée dans le cloud. Public? Oui, souverain? C'est des clouds privés. Privés? Oui. D'accord. Ah, c'est des grands clouds privés, souverains, on peut en rediscuter. Et en tout cas, c'est vrai que la demande est de plus en plus importante de la part de nos clients pour avoir des solutions locales et éviter que les données elles sortent de chez eux. Et c'est là qu'on va avoir besoin, on a besoin de nouvelles infrastructures, de nouvelles technologies et c'est là-dessus qu'on avance avec HPE. Pixil est venu nous voir en fait et a postulé avec le besoin identifié sur la cybersécurité. Ok, merci. Oui, une question, Laurent? De manière très pratique, comment s'est passée cette collaboration au fil de l'année? Alors, pour l'instant, elle est toute nouvelle. Donc, je ne vais pas pouvoir vous parler beaucoup de ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'on en est au tout début. On a été sélectionné et ça a commencé par une invitation pour être présent au salon Vivatech cette année, il y a quelques semaines à peine. Oui, le programme cette année vient de démarrer. Il a été annoncé le 16 juin, donc au début de Vivatech. Et donc on est en démarrage. Voilà. Comment ça va se passer dans le futur? Donc il y a déjà l'invitation au salon Vivatech, il y a la présentation devant vous tous, là, qui est une deuxième partie pour Pixil. Pour la suite, on va faire des entrevues pour justement travailler sur leurs besoins. Et le premier besoin identifié, c'est la cybersécurité. Ça tombe bien, la cybersécurité, c'est quelque chose que HPE connaît. Une question de Thierry Fench, de ST. Alors ça, il va falloir qu'on discute de la manière de collaborer. Je ne suis pas certain qu'au départ, il y ait du développement côté HPE. En tout cas, il y a une expertise dont on va pouvoir bénéficier. Nous avons déjà mis en place un certain nombre de choses avec nos compétences, avec ce qu'on a acquis au fur et à mesure. Donc, encore une fois, ce sont des discussions que nous devons avoir, mais la première chose va être d'évaluer à quel niveau nous sommes et comment est-ce qu'on peut adresser des failles potentielles ou des améliorations. Il n'y a pas d'objectif premier de co-développement, si c'était la question. Mais en fait, il y a un objectif premier de co-développement business, Thierry, et c'est pour ça qu'il y a un des critères qui est la start-up existe depuis 3 ans, elle a un produit, des clients, et on va aller avec cette start-up 1 + 1 = 3 chez des clients existants, que ce soit les leurs ou les nôtres. Donc la propriété intellectuelle, elle est la leur déjà aujourd'hui, et ils sont déjà plus loin sur ce chemin-là. Donc il y a vraiment un engagement et une volonté de créer du business ensemble, ou de donner des analyses expertes qui sont nos avis vers eux, mais ça leur appartient. Mais, désolé d'avoir répondu à votre place, Christophe, mais c'est comme ça qu'on l'a fait jusqu'à présent, en fait. Il y avait une autre question, oui.
Voilà, donc nous, quand on ouvre notre réseau de partenaires, quand on ouvre notre portefeuille de clients, ça fait que quand on va se présenter avec une offre supplémentaire. D'accord ? Et c'est tout l'aspect qui nous intéresse, nous aussi. Je vais prendre un exemple. EDF, il y a 2 ans, est venu au Festival Transfo organisé par la French Tech chez Hewlett-Packard Enterprise, a rencontré une start-up qui était dans l'IoT et qui a dit « Mais ce que vous faites là, on pourrait le faire dans le Edge et pas dans le cloud ». Et EDF a été, avec la start-up, analyser ces besoins-là et ces technicités-là. Une autre start-up qui était dans l'IA, mais qui était dans l'IoT, hébergée chez ST, qui était dans le programme start-up de HPE il y a 3 ans, fait maintenant le déménagement de son siège d'Annecy à Lyon, alors qu'ils étaient à Grenoble à la French Tech, et ils apportent quoi ? De la formation sur l'IA auprès de nos clients, et les vôtres chez ST. Donc en fait, l'écosystème, il est, comme je le disais tout à l'heure, de porosité organisée. Et on se connaît parce qu'on a la chance d'être à Grenoble, une petite vallée finalement. On a une bulle d'écosystème. On n'a pas 10 000 bulles d'écosystème. Et c'est pour ça que le mot éco a un sens aussi dans le système dont on parlait tout à l'heure. Parce que Grenoble a cette chance-là. Et je pense que ce qu'on vient de vivre sur 18 mois, et ce n'est pas une conclusion là, mais c'est un avis personnel, sur 18 mois avec le Covid, va renforcer encore cet effet-là d'écosystème. Et le pacte économique local a été assez enabler de cela. J'ai une question pour vous, mais ce n'est pas un piège. Qu'est-ce qu'a fait, parce que c'est une des questions je m'attends classiques. à tout, en fait. Pourquoi Hewlett-Packard Enterprise a été dans le pacte économique local et pourquoi ça a aidé ? J'ai vu qu'il y avait 5 startups sur 15 sélectionnées. Est-ce que c'est grâce au pacte économique local ? Comment ça s'est passé cette année ? Alors, pas du tout. Ah. Toutes les startups qui ont candidaté et qu'on a sélectionnées ont suivi le même process. Donc, il n'y a pas eu de wildcard pour Grenoble. Le process tel qu'il a été fait, c'est à travers un process de présélection et ensuite de sélection. Lors du process de sélection, il y avait des acteurs industriels, mais aussi des institutionnels, la région notamment. Il y a eu d'autres, il y a eu Nvidia, il y a eu... je me rappelle plus de tout. L'INSEAD, tout à fait. Et il y a eu aussi des business angels qui sont venus pour nous aider à faire cette sélection. En plus d'experts à la fois business et techniques de Hewlett-Packard Enterprise. Voilà, est-ce que ça répond à la question ? Oui, mais le pacte économique local a quand même aidé, je trouve, parce qu'en fait, c'est ça qui a... Cette bulle, cette monobulle locale a permis, au travers du pacte économique local, d'avoir beaucoup de candidats. Tout à fait. Et donc, qui dit beaucoup de candidats, dit beaucoup de sélectionnés de manière naturelle. Donc, le pacte a apporté cela, en fait. Mais ça, c'est un avis qui est le mien, externe de ce qui a été fait là. Tout à fait, mais aucune wildcard. Ah non, ça non. Uncompromising integrity. Est-ce que je peux répondre ? Vas-y. Je suis désolé, je ne voulais pas faire ça, mais c'est une question qui est difficile à prendre. En fait, c'est un projet d'entreprise. Christophe a expliqué qu'il y a plus de 100 personnes qui ont été engagées. Votre voisin de gauche l'a été aussi. Et en fait, c'est une façon, et je parlais tout à l'heure avec l'autre start-up, d'humilité sur apprendre. Et on apprend des deux mondes. Et donc, ce que ça apporte à l'entreprise, c'est en fait, un projet d'open innovation, 2, potentiellement plus de business, même si la start-up ne veut pas amener des grandes quantités de business, mais finalement une valeur ajoutée supplémentaire face à des cas clients et des use cases bien définis. 3, pour rester très humble aussi, c'est qu'en fait, on aide nos employés de cette façon-là à découvrir un monde qui n'est pas nécessairement le monde dans lequel ils ont vécu ces 5, 10 ou 15 dernières années. Donc, c'est une transformation de notre propre entreprise, de notre culture d'entreprise. Vous avez vu que les 3 valeurs portées par l'entreprise, c'est innovation, partenariat et biais pour l'action. Notre CEO, Antonio Neri, nous dit à 63 000 employés, tous les vendredis, 1 semaine sur 2, soyez en congé payé et occupez de vous. Tous les vendredis, 1 semaine sur 2, occupez de vous. Et donc, intéressez-vous au territoire où vous vivez.
vous les 63 000 employés. Et il dit, bah, occupez-vous de start-up, allez faire du massage, faites des fraises, n'importe quoi. Ça a été, c'est maintenant depuis un mois. Voilà. Vous avez entendu parler ce matin de peut-être un congé parental de 28 jours pour les hommes, mais seulement 7 jours d'obligatoire pour les hommes en France. Eh ben, dans notre société, depuis 3 ans, le congé parental, c'est 6 mois payés pour un homme. Voilà, et partout dans le monde. Donc, le projet d'entreprise, il est qu'on est là pour aider. Et donc ça, c'est juste une déclinaison, Thierry, de ce que notre CEO nous demande de faire. On est là pour aider. Donc, qu'est-ce que ça apporte à HPE ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a des employés qui sont heureux, qui contribuent, qui aident, et on est vraiment là pour faire ça. Donc, c'est peut-être philosophique comme réponse, mais c'est la mienne, et j'y crois vraiment. Il y a 2 points que je voudrais rajouter, c'est Force for Good. Et je pense personnellement que d'aider des startups, c'est quelque chose qui doit être bien, qui est utile pour nous en tant que communauté. D'accord ? Et je pense faire partie de cette communauté grenobloise. Ça fait 25 ans que j'habite ici maintenant. Et la deuxième chose, c'est le biais pour l'action qui nous dit, enfin notre CEO nous dit, il nous a redit il y a peu de temps, c'est courage over comfort. Okay ? Donc être sur scène, pour moi, c'est confortable, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Accompagner une start-up, c'est quelque chose qui n'est pas confortable pour moi en termes anglais du terme. Okay ? Donc c'est quelque chose qui est difficile pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà. Donc c'est un projet d'entreprise de bénévolat. Merci. Voilà, donc merci s'il n'y a pas d'autres questions, et merci d'avoir posé des questions, parce que du coup j'ai dû y répondre parfois. C'était pas prévu. Donc le groupe suivant, je voudrais appeler Gilles Serrardi, de chez EDF Commerce Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que Vesta System, Xavier Brunotte. Ah, vous venez à plusieurs, c'est pas Xavier. Formidable. Voilà. Et je vois que vous avez pris du matériel avec vous. Donc je vous laisse la parole. Superbe. Bonjour à tous, Gilles Serrardi, EDF Commerce. C'est pas de micro. Bonjour à tous, Gilles Serrardi. Je vais l'enlever, je le mets dans la poche. Gilles Serrardi, EDF Commerce, natif de Grenoble, parti, revenu. Qu'est-ce que je fais à EDF ? Depuis 35 ans, j'ai fait plein de choses. Enedis, avant que ça s'appelle Enedis première langue, pas ici. Ensuite, du commerce, un peu de technologie, de la direction de ressources humaines, du capital risque et de l'innovation aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler d'une histoire qu'on a construite depuis quelques années avec Vesta System, avec Samantha, qui est là pour représenter le CEO Xavier Brunotte, parce qu'aujourd'hui, 80% de l'équipe de Vesta est sur le terrain, chez des prospects ou des chantiers. 10% est en télétravail et les autres 10% nous accompagnent aujourd'hui. Alors, l'histoire de pilotage intelligent du bâtiment, c'est quelque chose qui dure depuis quelques temps, vous allez voir ça. Et aujourd'hui, je crois qu'on est bien avancé sur le chemin de la réussite. Alors, je vais vous parler de tout ce chemin-là, la naissance du projet, comment on a transformé cette idée et comment on arrive à un succès. On est quasiment au succès aujourd'hui. Alors, il y a une dizaine d'années, EDF a lancé un grand programme qui s'appelait Smart Electric Lyon, qui visait à tester des technologies de smart home, smart building, smart city, en exploitant notamment une plateforme de compteurs communicants qu'avait développé Enedis à Lyon. Et pour ça, on a réuni un consortium d'industriels. Alors il y avait Schneider, Legrand, Hager, Atlantic, Toshiba, etc. Et puis on a dit, la technologie, elle ne vient pas forcément, les bonnes idées, elles ne sont pas toutes de ces grands groupes, elles viennent aussi de start-up. Alors j'ai eu l'idée de créer un concours qui s'appelle le concours EDF Énergie Intelligente. Un peu plus tard, il est devenu Pulse, vous allez voir. Et puis on a commencé à lancer ce concours, des start-up françaises ont candidaté, mais un peu au-delà aussi.
Après, j'ai enlevé la carte parce qu'on allait m'accuser d'avoir que des startups grenobloises, et il y en avait beaucoup, dont Vesta System. Vesta System a été lauréat de ce concours, et un premier succès commercial dans le logement, puisqu'elle a équipé 250 logements avec ce système-là à Lyon, à Confluence. Et on a décidé de transposer cette technologie dans le domaine du tertiaire. Et donc on a proposé d'appliquer chez des vrais clients. Et le résultat de ce concours, ce n'était pas un chèque, ce n'était pas de la communication, c'était la possibilité pour Vesta et pour les autres lauréats d'aller chez des vrais clients tester leur technologie. Ça a duré 2 ans. À la fin, on tire le bilan, pof, des résultats incroyables. Mais vraiment incroyables. Chez le premier client qu'on a fait, on a amélioré le confort, réduit la facture énergétique de 32%. Et donc, à partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va voir des structures dans EDF Pulse Studio, qui décident de nous accélérer, de nous mettre en incubation. Donc, on monte une équipe. Cette équipe est composée de notre R&D, de la direction marketing, de moi, d'un collègue, et de Vesta System. Nous sommes incubés quelques mois dans un incubateur qui a le joli nom de la chocolaterie. Après, on pitch, et puis on nous dit ouais, il faudra faire quelque chose de ça, votre idée nous plaît, faites un POC commercial sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est parti, la machine se met en route, on fait un POC commercial sur la région Rhône-Alpes, on vend le produit avec Vesta System, on rencontre nos premiers clients, on les installe, on les signe, ils sont satisfaits et on nous dit de passer, maintenant il faut industrialiser votre produit. Alors c'est parti, Vesta est toujours là, elle ronge son frein, qu'est-ce qui va nous arriver, comment on va travailler avec eux? Alors pour encadrer cette relation, on a des outils, des contrats, des marchés qui sont adaptés aux startups, etc., pour faciliter la trésorerie, &co. Et donc, on décide de lancer l'industrialisation en 2019, on prépare les marchés, les outils commerciaux de déploiement, etc. Là-dessus arrive le Covid, ça nous a mis un petit coup d'arrêt, mais quand même, on nous dit, maintenant vous passez à l'acte. Et donc depuis le 1er janvier, on a transformé ce POC commercial en déploiement national de l'offre pilotage intelligent du bâtiment. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit que le chiffre d'affaires qu'on vise cette année, c'est 2 millions d'euros. Et dans quelques années, ça sera 50 millions d'euros. Avec le produit pilotage intelligent qui tient dans la valise ici. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans dans quelques secondes. Mais pour Vesta, ça fait passer Vesta de quelques centaines de kilos euros de chiffre d'affaires en 2018, 2019, 2020 à quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires quand on sera au bout de la flèche. Voilà l'histoire de ce succès. Alors je vous ai dit pilotage intelligent du bâtiment. Qu'est-ce que c'est cette machine? Alors pilotage intelligent du bâtiment, c'est la première offre de service standard sur lequel nos clients dans le tertiaire vont pouvoir bénéficier d'une solution technique qui va leur permettre d'améliorer le confort dans leur bâtiment tertiaire, de réduire la facture d'énergie, le tout sans investissement. Donc on investit, on exploite, on pilote, les clients pilotent, c'est eux qui décident du confort, etc., qu'ils veulent dans leur bâtiment. Et pour faire ça, on s'appuie sur les technologies que vous avez vues dans le salon, dont on a parlé beaucoup ici, de l'intelligence artificielle, du web, du cloud et de l'IoT. Ça nous permet d'équiper des bâtiments très vite, très simplement. L'installation se fait en quelques jours sur des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés et elle est opérationnelle instantanément. Aujourd'hui, on est allé au-delà de cette technologie puisque nos outils permettent de dimensionner la solution pilotage intelligent du bâtiment sans faire de visite technique préalable du bâtiment, sans intervention technique de diagnostic, etc. On est capable, en 22 secondes et demie, de sortir un contrat pilotage intelligent du bâtiment avec 3 informations. Et bien, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à venir découvrir tout à l'heure ce qu'il y a dans la valise. Voilà, merci à vous. Je laisse la parole à Samantha parce qu'elle avait 2-3 petits messages à vous passer sur la collaboration et pourquoi sa présence dans Vesta depuis quelques mois seulement. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Samantha, fraîchement débarquée chez Vesta System depuis 3 mois seulement.
Qu'est-ce qui m'a attirée chez Vesta? Moi, c'est l'esprit start-up et le challenge, surtout avec le partenariat EDF. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du pilotage de bâtiments intelligents, donc essentiellement dans le tertiaire et le logement collectif, pour le moment. Donc, Monsieur Brunotte, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, est actuellement en déplacement en fait, à Paris pour discuter d'une potentielle affaire dans le collectif et avec un bailleur social en parallèle. Le partenariat avec EDF, pour nous, c'est un vrai tremplin. On a notre responsable déploiement des installations Smart Building qui est actuellement dans le sud, qui va aller faire 11 visites en 3 jours. On en a un autre qui est à Val Thorens, on a un autre technicien qui est sur une installation à Saint-Malo, donc en fait toute l'équipe est occupée cette semaine. Donc pour nous c'est un vrai tremplin, et comment on le vit au quotidien, c'est une aventure, c'est une aventure humaine et de tous les jours. Et c'est une collaboration qui se passe bien, et on est très très heureux qu'elle existe. Voilà. Merci Samantha. Alors c'est pas tous les jours facile. Dans les grands groupes, il y a quelques rouages compliqués, et le talent de Vesta durant ces années, ça a été de passer dans les mailles, dans nos difficultés, dans nos contraintes, et nous, équipe projet, d'accompagner ça au mieux pour qu'on arrive à un résultat comme celui-ci aujourd'hui. Donc l'apport d'EDF dans ce projet, c'est effectivement, et le bénéfice d'EDF dans ce projet, c'est d'avoir un produit assez unique sur le marché, un produit de service qui va au-delà de ce qu'elle faisait précédemment, donc un nouveau business pour elle dans le service d'efficacité énergétique, et aussi se frotter à l'agilité, à la performance que peut porter, aux méthodes de travail que peut porter une start-up comme celle-ci, quoi. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Bon. Christophe? Alors, cet outil, on a un accord de partenariat avec ça, avec une exclusivité technologique de l'outil pilotage intelligent du bâtiment pour le marché tertiaire. Et donc pour le logement, ils sont autonomes. Ils font du logement collectif essentiellement. Vous avez l'équivalent chez EDF avec SOWI pour l'usage particulier, mais c'est une autre technologie, un petit peu différente, adaptée au marché du logement. Mais c'est de l'IoT, de la box et du logiciel. Ici, un logiciel un peu intelligent qui va apprendre la thermique du bâtiment sans faire d'études thermiques, sans faire de jumeaux numériques, et qui va construire la performance énergétique par apprentissage et s'adapter à vos usages, à vos métiers, etc. Donc. Et au quotidien, dans la relation, vous avez défini des points de contact, des équipes? Alors le quotidien, ça a été une équipe cœur projet et Vesta qui ont construit l'offre pilotage intelligent à partir de la base technologique. C'est aujourd'hui des rendez-vous sur 2 grands domaines. Le premier, c'est les livrables de l'industrialisation du produit, parce qu'il faut faire fonctionner une start-up avec 250 ou 300 vendeurs d'EDF répartis sur la France. Donc il y a des points de rendez-vous, de la coordination, etc., des outils, d'échange de données qu'il faut sécuriser, etc. Enfin, bon, on a toute la DSI du groupe sur le dos, des règles RGPD, j'en passe. Et puis, avec les équipes de vente, que je détecte, je traite, je réalise, je mets en service. De notre côté, on reprend la main, on facture, on mesure la satisfaction, etc. Donc, c'est du travail à la fois classique que l'on fait dans des activités commerciales, et puis de la coordination avec une équipe technique en proximité, quoi. Voilà. Et puis, on a construit des outils exprès pour ça, pour rendre tout ça fluide et efficient. Merci. Une question de Thierry Fench. Il y a un micro.
Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Juste une question, je pense qu'EDF a un marché énorme dans ce secteur. C'est vrai. Je pense que la start-up a peut-être des ressources réduites. Il y aura peut-être une croissance énorme de la start-up. En fait, comment vous envisagez justement ce passage à une très très forte activité pour éviter peut-être des limitations dans la croissance? Alors ça fait partie de notre travail, puisqu'on commence à travailler justement sur comment on fait merger la technologie avec le groupe, sous quel modèle, sous quel format, et comment on assure un avenir commun à cette technologie et ce produit à moyen et long terme. On a des structures comme EDF Pulse Croissance qui est capable d'investir dans des nouveaux business, mais des filiales aussi. Et on peut envisager plein de scénarios qu'on est en train d'étudier et qu'on va mettre en œuvre en parallèle de la petite phase de montée en puissance, croissance, de façon à être demain en position de déployer ça comme un vrai leader du marché. Le marché qu'on vise, c'est... il y a 1 million de sites en France qui n'ont pas de solution de gestion technique. Voilà, donc 1 million de sites, c'est beaucoup. Je vais poser la même question, mais différemment. Thierry, je vais mettre une autre casquette. Je vais la poser à vous, madame. Est-ce qu'en tant qu'investisseur privé, business angels, et peut-être avec un partenaire bancaire, c'est le moment d'investir dans votre start-up? Parce que bientôt, EDF va vous racheter. Je pense qu'il faudrait poser cette question à Monsieur Brunotte, qui est un peu plus à même de répondre. Belle réponse, merci beaucoup. Effectivement, c'est des questions que tout le monde peut se poser légitimement. Et aujourd'hui, Vestas a les moyens, par les conditions de marché qu'on a avec elle, d'assurer le développement et sa croissance. Mais il est clair qu'à un moment donné, sans doute, il y aura des choses à faire sur ce registre-là. Merci. Voilà. On va pas écrire le futur, hein, mais c'est déjà bien et c'est une belle histoire que vous avez racontée. On a montré la flèche où il allait, donc voilà, maintenant il faut rester sur le chemin et pas se laisser tomber dans les ornières. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors bravo. Allez-y. Des box et des objets connectés voilà, qui arrivent à mettre en musique tout ça. Et c'est co-brandé. Et c'est co-brandé, oui. Alors c'est plein de choses du commerce, des choses propriétaires et puis du logiciel et beaucoup de savoir-faire derrière. Merci, bravo. Eh bien, vous avez vu qu'on a eu des acteurs de la tech, des acteurs du secteur de l'énergie. Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir, et sélectionné par la métro dans le cadre du pacte économique local, une banque engagée sur le territoire, et donc une banque qui nous explique comment elle également propose des accompagnements à une start-up. Et pour cela, la Banque Populaire, représentée par Laurent Duvic, directeur start-up et entreprises innovantes, va me rejoindre, accompagné de la start-up Météo Swift avec Morgane. D'accord. Merci. Merci à tous. Alors, quelques mots sur la Banque Populaire. Nous sommes une banque mutualiste qui appartient à nos sociétaires. Donc l'ancrage territorial, il est clé pour nos collaborateurs. En plus, le mouvement Banque Populaire, il est issu de ce territoire, de cette région. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était 3 entrepreneurs qui ont mis leurs moyens en commun pour aider d'autres entrepreneurs à créer leur entreprise. Voilà. Donc tout ça, ça a vraiment beaucoup de sens pour nous. L'aventure, elle continue. On a lancé une nouvelle banque de la transition énergétique en septembre dernier à Grenoble. L'idée, c'était de se dire, vous connaissez tous les livrets développement durable. En vrai, on ne sait pas ce que ça finance. Voilà, on n'a pas de traçabilité. Voilà, c'est des grandes masses financières. Et donc, on a lancé des produits d'épargne avec une traçabilité à 100% sur le territoire pour investir dans des projets de transition écologique, transition énergétique. Et ça, c'est un catalyseur d'innovation pour nos entreprises.
Parce qu'on sait que la filière hydrogène sur Grenoble, des entreprises comme McPhy, Sylphen, Méthanisation, Waga Energy sont bel et bien présentes, et Météo Swift. Et ça, c'est le petit teasing, on verra tout à l'heure avec Morgane. L'engagement, il est large. J'étais ce matin avec une étudiante qui recherche un contrat d'alternance en business développement. Et donc, on va la prendre dans notre équipe innovation. Parce qu'en période post-Covid, on a besoin aussi, et c'est notre rôle en tant que banque et acteur du territoire, d'accompagner les jeunes dans la formation, dans la recherche d'emploi. Donc, on s'investit aussi pour prendre un maximum d'alternants dans nos agences entreprises. Ça, c'est clé pour nous. Et puis, dans le cadre de ce pacte économique, on a aussi mis en place un accueil personnalisé de notre direction générale à Grenoble pour toutes les entreprises qui voudraient s'implanter sur le territoire. Donc voilà, pour tous ces éléments-là, être partie prenante au sein des autres grandes entreprises du territoire et de la métro, ça a tout son sens pour une banque comme nous et pour nos collaborateurs. Et je vous parle un peu d'innovation, je crois qu'on est là pour ça. Alors... Philippe, j'aurais pu le rencontrer sur une plage à Ostende, à Bruges, ou sur une terrasse à Bruxelles, dans mon ancienne vie. Voilà, mais ça, c'était il y a plus de 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis arrivé à Grenoble pour monter une start-up dans la banque. Cette start-up, elle s'appelle Next. C'est une filière qui accompagne les entreprises innovantes avec un modèle bien spécifique. On est 10 experts dans cette équipe, dont 2 ingénieurs qui ne sont pas banquiers et qui n'ont jamais pensé travailler dans une banque. Mais pour bien accompagner des entreprises innovantes, il faut comprendre leur vision, comprendre leur technologie. Et du coup, on s'est dit, voilà, allons chercher des compétences dans l'innovation et formons des banquiers à l'innovation. Voilà, et donc ce sont ces équipes qui permettent d'avoir une approche à 360 degrés de nos clients au sein de cette filière. En 5 ans, sur Grenoble, c'est plus de 200 startups accompagnées. Voilà, parce que 350, c'est sur l'ensemble de la région. Et le modèle qu'on a développé ici à Grenoble, eh bien, fierté aussi, il a été repris par notre groupe Banque Populaire à l'échelon national en 2018. Donc il est dupliqué dans toutes les banques populaires en France. L'idée, c'est d'avoir des ingénieurs qui connaissent de manière très fine tout l'écosystème. Donc c'est tous les gens qui sont présents ici, que l'on connaît, certains pas assez, certains que l'on veut connaître, et de pouvoir connecter toutes ces personnes avec nos clients pour leur apporter les meilleures expertises. C'est l'idée de la bulle de la vallée, mais c'est vraiment ça. On est sur un territoire où, sur cet arc alpin, où les hommes et les femmes aiment leur territoire et collaborent pour le faire grandir. Et ça, je dirais, ça nous fait lever tous les matins. Et ça permet d'aider des jeunes pousses aussi à se développer. Mais les startups, c'est souvent isolé. Il faut, certaines sont accompagnées par des grands groupes, tant mieux. Nous, on en accueille aussi, on en teste au sein de la Banque Populaire. Mais on a aussi beaucoup de clients qui sont entrepreneurs. Voilà, donc, hier, j'étais avec des ETI, donc des entreprises de plus de 100 millions de chiffre d'affaires à Grenoble, avec 2 startups que je leur ai présentées pour la digitalisation de leur entreprise. L'entreprise We Advocacy, qui travaille sur la digitalisation de la communication interne. S'il y a 1 ou 2 contacts qui peuvent déboucher sur du business, c'est aussi ça le rôle d'une banque de l'innovation. Si on parle de mettre en avant les meilleures entreprises du territoire, il y a une semaine, on était ici, voilà, sur cette estrade-là, pour les InnoTrophées. Voilà, Thierry y était aussi, et d'autres, j'imagine bien. On a mis à l'honneur des entreprises comme Essential Robotics, Remedy Labs ou MyDSO Manager. Voilà, il y a du software, du hardware. C'est ça, Grenoble. Voilà. Donc de belles entreprises avec des beaux potentiels, de l'international. Donc on est partenaire depuis 12 ans, la CCI, pour ces InnoTrophées. Et pour nous, c'est une vraie opération porte-drapeau de ce qui se fait à Grenoble. J'ai initié l'année dernière un prix d'innovation à Grenoble, et la 2e édition se fera début 2022 sur des startups. Et là, je vais m'appuyer sur le pacte aussi pour aller chercher les meilleurs projets du territoire. Et j'aimerais bien que, comme l'année dernière, je puisse avoir une startup qui a été sélectionnée en local, qui est passée au régional, et qui a été au concours des meilleures startups françaises. Il y avait 5 prix, et cette startup, qui est de la région, a eu 3 des 5 prix de la meilleure startup nationale. Voilà. Et ça fait aussi briller notre région. Et c'est la mobilisation de tous, c'est capitaliser sur ce que chacun peut faire, mutualiser et
Et tout ça pour aider ces jeunes pousses, parce que c'est pas simple de créer une entreprise. Ah oui, je suis une banque, on peut parler de financement, parce que je crois qu'il y a des sujets. Dans le financement, on vient de signer la 4e convention avec le FEI, avec l'Europe, le Fonds européen d'investissement. Là, quand je dis on, c'est notre groupe bancaire. Et donc là, c'est une enveloppe d'1 demi-milliard d'euros de financement pour l'accélération des entreprises innovantes en France, que ce soit des startups ou des entreprises établies. L'intérêt de ce type de financement, c'est qu'on peut financer du matériel, ce qui est classique pour une banque. Un peu de BFR, ça plaît toujours aux dirigeants d'entreprise. Mais surtout, des embauches pour accélérer sur le marché. Donc des embauches en ingénieurs, R&D, force commerciale, en France, à l'international, marketing. Voilà. Et tout ça, c'est avec un pouvoir de décision en local. C'est ça, être une bande de l'entrepreneur. Et je parlerai pour finir de financement et de partenariat. C'est des acteurs, c'est les pôles de compétitivité locaux, Minalogic, Tenerdis. Minalogic, on a, je dirais, un partenariat qui est vraiment ancien et solide. Et on a mis en avant 10 millions d'euros de financement de prêts à taux zéro pour 100 projets d'entreprises innovantes sur le territoire. On est en 3e année, c'est un programme qui fonctionne très bien. Il reste encore un peu d'argent. Voilà. Voilà, pour vous dire que on est dans le faire, dans les actes. C'est ça qui nous plaît, c'est ça qui nous fait vibrer. Ce sont l'accompagnement de nos entreprises comme Morgane qui nous fait lever tous les matins et avec un grand bonheur. Et voilà, je suis super content d'avoir Morgane à nos côtés aujourd'hui. Et puis je te passe la parole, Morgane. Eh bien, moi aussi. Je vais essayer de faire honneur à l'énergie de Laurent. J'ai eu ma 2e dose de vaccin il y a quelques heures, donc peut-être que je ne matcherai pas, je serai peut-être à un niveau en dessous d'énergie. Ce que je vous propose, c'est de vous parler d'abord de Météo Swift et puis ensuite de vous parler de l'accompagnement qu'on reçoit et de la manière qu'on a de travailler avec la BP Aura et plus particulièrement Anne qui est dans la salle et Laurent. Du coup, Météo Swift, notre vocation, c'est de mettre l'intelligence artificielle au service de la transition énergétique. Concrètement, on va fournir des prévisions de production éolienne et solaire de quelques heures à quelques jours à l'avance. Donc, on va prévoir quelques heures, quelques jours à l'avance combien d'énergie produisent des parcs éoliens ou des panneaux solaires. L'objectif de ces prévisions, c'est d'aider à équilibrer le réseau électrique. Vous entendez probablement parler de l'intermittence des énergies renouvelables. Vous entendez râler en disant que le renouvelable, c'est pas fiable. Quand il n'y a pas de vent, ça ne produit pas. Quand il n'y a pas de soleil, ça ne produit pas. On peut pas gérer, on peut pas avoir de transition énergétique massive de cette manière-là parce que ça crée trop d'instabilité. En fait, effectivement, la météo, ça ne se contrôle pas, mais ça se prévoit. Et nous, donc, on travaille avec les acteurs du secteur énergétique et les acteurs du réseau électrique pour les prévenir de la production éolienne et solaire à l'avance. Et après, ça leur permet d'améliorer leur planification et en fait de gérer les variations d'énergie renouvelable sur le réseau. Donc, concrètement, on va travailler avec un petit peu toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables. On peut travailler avec des producteurs, on peut travailler avec des agrégateurs ou des traders, avec des gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution. Et ça nous arrive aussi de travailler dans des contextes de micro-rides. Donc là, c'est par exemple les dom-toms, quand on a des réseaux électriques qui sont très fragiles. Et du coup, souvent, associés aux actifs d'énergie renouvelable, on met des batteries pour aider à absorber les variations. Et donc, dans ce cas-là, on travaille par exemple avec des gestionnaires de batteries. On a ces projets, par exemple, en Guadeloupe. Je peux vous raconter rapidement l'histoire de Météo Swift et son évolution. Donc j'ai créé l'entreprise fin 2015. Je l'ai cofondée avec Isabelle qui est météorologue, qui avait fait toute sa carrière à Météo France, donc 25 ans à Météo France et qui a eu envie de changer. Et du coup, on s'est développé... On a commencé par développer des prévisions de production éolienne. On a fait notre premier test en 2016. On a eu nos premiers contrats fin 2016. Et depuis, on a grandi, on s'est diversifié et on s'est internationalisé. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on est dans 18 pays. La plupart d'entre eux sont en Europe, mais on a ouvert l'Amérique latine récemment. Et on travaille avec donc, beaucoup de grandes entreprises du secteur et sur des ordres de grandeur d'une dizaine de gigawatts. Donc, 1 gigawatt, ça fait quelques centaines d'éoliennes. Donc, on est en train de passer à l'échelle, ou même, enfin, une première étape du passage à l'échelle est déjà faite. Je vais vous raconter. Enfin, maintenant, je peux peut-être vous parler
Oui, avec plaisir. Je crois que Laurent a apprécié cette anecdote. Donc, on parlait de l'attachement au territoire local et de l'attachement à l'arc alpin. Donc moi, j'ai grandi près d'Annecy. Je suis partie faire mes études à Paris, puis à Lausanne. Et en fait, j'ai eu envie de revenir à Grenoble. Mais ma cofondatrice Isabelle, elle avait construit sa vie à Toulouse, à Météo France. Et du coup, ce qu'on s'est dit quand on a commencé à recruter des personnes, c'est qu'on allait être agnostique sur la ville, qu'on allait publier des fiches de poste à Grenoble et à Toulouse. Et puis... advienne que pourra, comme ça c'était juste. Et en fait, les premières personnes qu'on cherchait, c'était des profils informatiques, intelligence artificielle, enfin très tech, et on a tout trouvé à Grenoble. On s'est dit que... Finalement, c'est comme au rugby. Exactement. On s'est dit peut-être qu'on allait... Enfin, à un moment, on s'est dit, bon, on va organiser l'entreprise autour de ces deux pôles, à Grenoble et à Toulouse. Ça a un sens, puisque à Toulouse, on travaille beaucoup avec Météo France et les fournisseurs météo. Il y a une belle expertise météo. À Grenoble, il y a une très belle expertise d'intelligence artificielle. Peut-être que ça va s'équilibrer. En fait, ça ne s'est pas du tout équilibré. Et aujourd'hui, les 18 personnes sont à Grenoble quasiment. Et elle déménage quand ? C'est un petit peu compliqué, mais elle vient nous voir tous les mois. Elle est là une semaine par mois. Et ensuite, je peux parler un petit peu de l'accompagnement qu'on reçoit de la part de la BP Aura. Peut-être que tu veux donner les principaux points Ok, je suis pas témoin. Du coup, on a commencé à travailler avec eux avant notre première levée de fonds, donc en 2018. Donc ils nous ont accompagnés sur un prêt avant la levée de fonds, puis sur un prêt d'accompagnement de la levée de fonds qui a eu lieu mi-2019, sur un prêt garanti par l'État. Après à l'entreprise ou à vous-même ? À l'entreprise. Okay. On a, alors oui, pour vous, l'historique de financement de l'entreprise, c'est que donc, je l'ai créé fin 2015 et comme on avait besoin d'un certain temps de R&D et de développement avant de sortir les produits, on s'est beaucoup financé sur des concours d'innovation, des concours d'entrepreneuriat et notamment le concours mondial d'innovation de la BPI, c'est ça qui nous a permis de nous lancer. Et du coup, entre ça et le fait qu'on a assez rapidement eu des contrats avec des grands groupes, on a pu lever des fonds relativement tard par rapport aux startups habituelles. Donc on a fait notre première levée mi-2019 avec déjà 3 ans et demi d'existence. Et je pense que c'était une bonne chose. Ça nous a permis de bien mûrir nos produits, d'arriver avec une vision claire de nos produits, des premiers clients, etc. Donc on a été accompagnés sur le plan financier et ça a très bien fonctionné. Après, ce que je voudrais souligner aussi, c'est l'implication dans la compréhension des dossiers, notamment des dossiers très tech. Ce qu'on fait, c'est de la deep tech, on a de l'intelligence artificielle, on a du deep learning. On fait aussi de la météo, on travaille beaucoup avec on travaille beaucoup avec des météorologues, on fait beaucoup de data. Là récemment, on est incubé par la logicielle européenne sur les données satellites. On travaille pour un secteur qui est aussi très technique, qui est du coup la transition énergétique, les énergies renouvelables, l'équilibre du réseau électrique, les marchés de l'électricité. Donc on rejoint beaucoup de domaines assez techniques et en fait le niveau de compréhension du dossier qu'on a reçu à la BP Aura dépasse assez largement ce que j'attendais de la part d'une banque. Et c'est vrai que c'est très agréable. Et vous attendiez quoi en fait ? Pour moi, la banque nous finançait et je ne m'attendais pas à ce que l'évaluation technologique du projet et que la compréhension technologique soit aussi bonne. Donc ça, c'était agréable. Et après, on a aussi un chouette accompagnement. Du coup, le fait de comprendre techniquement les enjeux, ça permet de donner des bons conseils. Et donc récemment, par exemple, Anne nous a conseillé de travailler avec un fournisseur de serveurs green installé à Grenoble. Donc qui s'appelle Eolus, je crois. Eolus. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas dans nos radars jusque-là, et donc c'était très agréable de trouver ça. Et puis après, on trouve aussi une belle réactivité. Typiquement, quand on a ouvert l'Amérique latine récemment avec un premier contrat au Brésil. C'est un super contrat qui est très prometteur. Il y a des dizaines de gigawatts à la clé, mais c'est pas si facile de s'y retrouver déjà dans les taxes sur l'importation, l'exportation des données, et puis sur le taux de change. On n'a pas forcément.
peut-être que la plupart des startups ne vont pas aussitôt sur des pays avec d'autres champs fluctuants, etc. Et donc là, c'était chouette d'avoir un accompagnement très réactif et que ce sujet-là n'a pas ralenti le dossier pour signer ce premier contrat qui était très important pour nous. L'idée, alors il y a le financement, mais on en parlait tout à l'heure, c'est des connexions avec l'INES, avec le CEA, parce qu'on a des contacts, c'est des centres de recherche d'algorithmes de l'UGA qui peuvent aider sur la manière d'affiner les algos prédictifs, etc. Et c'est ce réseau de compétences qu'on met à disposition de nos clients. Et puis après, on les finance. Mais c'est un outil de financement. On priorise l'accompagnement. Et ça, c'est clé. On veut vraiment qu'il y ait toutes les bonnes fées autour du berceau, parce que mener à bien un projet entrepreneurial en deep tech, en innovation, c'est très risqué, c'est très compliqué. Et on veut que nos clients soient accompagnés par les meilleurs. Et quand on voit plus de 500 projets par an, et 2500 en 5 ans, hein, on connaît très bien, on a des très bons retours de nos clients et des prospects qu'on rencontre, qui sont peut-être un client demain, peu importe. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de plugger nos clients avec les meilleures expertises pour qu'ils aillent vite et loin et de manière sécurisée. Et après, on finance aussi. Voilà. Mais c'est pas le cœur de... C'est pas ce qui fait lever le matin, le financement. Donc, c'est la banque d'un monde qui change. C'est ça? Non, c'est la banque d'entrepreneurs. C'est la banque de demain, c'est une banque qui amène des expertises. C'est pour une carte bleue, un chéquier, franchement. On a créé la banque de l'innovation. On a créé une banque de la montagne, parce que c'est un écosystème aussi, la montagne. Il y a une saisonnalité. Il y a des périodes où on investit, des périodes où on est censé rentrer du chiffre, voilà, et des périodes où on doit accompagner sur une année blanche nos clients. Et on a créé une banque de la transition énergétique qui n'existait pas en France. Voilà. Et c'est sur ces spécificités, j'en parlais tout à l'heure avec Morgane, je lui dis, on met à disposition de nos dirigeants de start-up la banque privée qui est la meilleure expertise en termes patrimonial. Et généralement, ce sont des dirigeants qui ont 1 million, 1,5 million en compte en banque, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais par contre, il va y avoir des sujets sur des valorisations, des cessions de parts, d'optimisation fiscale. Et le temps du patrimoine, ce n'est pas le temps de l'entreprise, ça s'anticipe. Et donc, l'idée, c'est d'accueillir nos startups avec toutes les expertises qui sont similaires pour les entreprises qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on croit dans leur futur, tout de suite, on les plug à nos meilleures expertises. C'est ça la clé. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, là-bas en haut. Moi, j'en aurai une aussi après, mais elle sera très longue. Alors... Merci. J'ai 2-3 questions. Alors peut-être d'abord, je commence par vous, par l'an dernier. Vous avez mentionné à la fin les data, l'importance des data dans votre modèle. Et vous avez parlé aussi beaucoup de Météo France. Donc je me demandais si vous récupériez les données de Météo France, par exemple, ou si vous les travaillez vous-même, si vous aviez des modèles numériques que vous faisiez tourner sur des grosses machines, par exemple. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était toutes ces datas que vous utilisez, et ensuite celles que vous générez, vous allez en faire quoi ? Alors, pour la première question, la réponse, c'est les deux. Principalement, on s'appuie sur le travail des modèles météo. Donc, on télécharge les données de Météo France, mais aussi les données de la plupart de la plupart des modèles météo nationaux dans les pays dans lesquels on est et des modèles globaux. En fait, aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de modèles météo qui sont notre source de données et on les combine en fonction du site, etc. C'était notre parti pris de départ de dire que les agences météo feraient un meilleur travail que nous. Ensuite, la partie météo sur site est quand même gérée par nous, c'est-à-dire que les points météo qu'on reçoit, c'est des choses avec une granularité de 1 km. Et en fait, le vent, il change sur place. Il peut y avoir des collines, il peut y avoir des reliefs. Et donc tout ça, on le prend en compte. Ce qu'on voit aussi qui change beaucoup dans le flux de vent, c'est les effets de sillage, où quand on a 3 éoliennes qui sont alignées et que le vent arrive comme ça, la première éolienne va prendre tout le vent. La deuxième éolienne va prendre un petit peu moins de vent et en plus, le vent sera plus turbulent parce qu'il sera perturbé par la première éolienne. La troisième aura encore moins de vent, encore plus turbulent. Du coup, non seulement elles ne vont pas produire la même chose, elles ne vont pas s'user à la même vitesse. On a tous ces enjeux-là qui font qu'on ne prend pas juste la donnée Météo France et qu'on la passe par une courbe de puissance. Donc cette partie-là, pour le moment, on la gère
on la gère avec un point de vue data, donc avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais on a aussi un projet en R&D avec de la Computational Fluid Dynamics pour faire de la redescente d'échelle à partir des modèles météo. Donc là, c'est l'idée de soit pour des pays qui ont des modèles globaux et du coup qui ont pas une qualité équivalente à celle qu'on a en Europe, soit des modèles locaux mais des reliefs très particuliers, par exemple des montagnes, etc. On prend la donnée météo et on la redescend d'échelle pour passer de peut-être 5 km de résolution à 500 mètres ou à 200 mètres. Et on voit que les premiers résultats sont très prometteurs. Merci. Donc, en fait, c'est du vice-versa, finalement, parce que tout ce que vous allez faire de ces données peut aussi enrichir la science. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tant que mécanicienne des fluides à la base. Donc, bravo déjà pour ça. Et une question pour Laurent. Moi, j'aime beaucoup votre dynamisme, les prix que vous avez mentionnés et la façon aussi avec laquelle vous parlez de tout cela. Alors, deux questions. La première, c'est vous avez dit que vous aviez 2 ingénieurs dans votre équipe. Je me demandais si c'était ceux-là qui évaluaient les projets ou si à chaque fois vous faisiez appel à des experts des domaines. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est par rapport à tout ce que vous faites, est-ce que vous avez des équivalents en national et à l'international? Ou est-ce que vous êtes unique et que vous êtes vraiment complètement innovant par rapport à tout cela? Alors, nos 2 experts sont des généralistes. Certains travaillent en pôle de compétitivité, par exemple Pôle Cara sur la mobilité, voire ont des spécificités en propriété intellectuelle sur les entreprises innovantes. Ensuite, on ne peut pas être expert en tout. Néanmoins, c'est la valeur de l'écosystème. Voilà. Et du coup, c'est de pouvoir, je ne sais pas, appeler Minalogique et travailler avec le responsable des nanotechnologies, c'est pouvoir faire appel au cluster médical et parler de robots d'intervention chirurgicale, c'est travailler avec des industriels du territoire. Moi, je travaille beaucoup sur l'accélération industrielle, donc il y a ces accélérateurs industriels qui existent. Et j'aimerais bien qu'il y en ait ici à Grenoble. J'aimerais bien qu'il y en ait à Grenoble, parce que je travaille avec Michelin, je travaille avec des sous-traitants automobiles, et avec eux, on arrive à construire des roadmaps de développement pour l'industrialisation, avec leurs ingénieurs, parce qu'on ne peut pas improviser de l'industrialisation from scratch. Donc on va sourcer sur une multisource de compétences, et on se forge notre propre avis sur un go-no-go, sur un financement. Donc voilà pour la première réponse. Pour la deuxième, c'est un modèle que moi j'ai proposé à la banque, que j'ai créé ici, et qui maintenant est dupliqué dans les banques populaires, donc sur des modèles plus ou moins proches, mais par exemple Banque Populaire Rive de Paris a exactement le même modèle que moi ici. Donc on embauche des gens qui ne sont pas banquiers, qui ont travaillé dans l'innovation, dans le conseil, qui ont la capacité et qui connaissent le fonctionnement d'un écosystème, qui ont la capacité, je dirais, de collaborer et de construire des partenariats qui sont gagnants pour nos clients. Et là, on s'intéresse à la vraie valeur de l'entreprise alors on partage ou pas la vision d'un dirigeant, ça reste notre libre arbitre, mais si on ne partage pas la vision, on explique toujours pourquoi à nos clients et on leur donne des pistes de développement avec des acteurs de l'écosystème. On ne les laisse jamais, je dirais, en plan, et peut-être que dans 2 ans, on se retrouvera. Voilà. Mais oui, c'est un modèle qui a été créé ici à Grenoble parce que le terreau est favorable. Alors justement, il y a quelqu'un qui me disait, et une des personnes qui écoutait, mais qui vient de rentrer dans la salle, c'est le délégué général de Grenoble Angels, Jonathan Collomb, qui est assis là-bas, avec qui la Banque Populaire a une charte de partenariat. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est qu'il pourrait quand même citer Grenoble Angels, parce qu'il y en a 150 d'experts qui analysent les dossiers en amorçage et, avec la Banque Populaire, font ensuite du co-investissement. C'est pas ça que 450 contacts on a en région dans tous les domaines d'activité. Donc oui, Jonathan Collomb, oui Jonathan, bien sûr. Et on fait des revues de portefeuille, on échange avec les business angels parce qu'il y a des vrais champs de compétences, notamment voilà, sur le silicium, sur tout un tas de domaines. Et 450 experts dans tous les domaines d'activité sur la région. Et madame, pour répondre à votre question, le fait d'avoir essaimé dans les autres banques populaires, c'est qu'on ouvre nos écosystèmes, les écosystèmes de nos collègues bancaires à Marseille, Montpellier, cluster médical, Rive de Paris, Bordeaux, Nantes, il y a un pôle drone maritime par exemple, où on peut envoyer nos startups pour faire du co-développement aussi. Voilà. Donc oui, collaboratif avec tout le monde et avec les business angels. Oui. Et allez-y.
Je voulais répondre à la deuxième question qui était qu'est-ce qu'on fait de toutes nos données Et du coup, la première chose, c'est plus on a de données, meilleurs sont nos résultats, parce que c'est le propre du machine learning, où plus on a de données sur lesquelles on peut apprendre, meilleurs vont être nos algorithmes. Donc on voit que quand on arrive dans un pays qu'on a déjà des premières références, ça nous permet d'avoir des meilleures performances sur les tests suivants et du coup de s'implanter encore plus. Et puis on en fait aussi des nouveaux produits. Et un des exemples, c'est que récemment, on a sorti de la prévision à l'échelle nationale. On s'est rendu compte que comme on avait plein de données de parcs en France, on pouvait utiliser une méthode, alors le mot n'a pas bonne presse en ce moment, mais de clusterisation pour sélectionner les parcs pertinents et pour en fait faire une prévision à l'échelle nationale et plus seulement à l'échelle des parcs qui est de très bonne qualité. Et donc on a fait un benchmark auprès de RTE pour tester, on est sorti premier. Donc voilà, les données nous permettent aussi d'avoir des meilleures performances et d'imaginer des nouveaux produits. Merci. J'ai encore une question. Elle est très provocatrice. Quand je suis arrivé à Grenoble, on a créé en 2005, enfin c'était juste après, une association de business angels avec 15 personnes qui a eu jusqu'à 180 membres, qui a financé 117 startups, dont Spartoo, Made in Design, Wizbee, toutes celles-là. Et on définit un business angels par 3 lettres. Capital, compétences, connexion. 3C. D'abord le capital, ensuite les compétences et les connexions. Et on me disait à l'époque aussi, c'est mieux qu'une banque, parce qu'une banque, il n'y a pas 3C, il n'y a qu'un C, c'est le capital. Mais moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui de Laurent, c'est tout l'inverse. C'est qu'ils apportent leurs connexions et leurs compétences, et ensuite investissent. Je trouve ça très beau, parce que vous ne prenez pas de risque en faisant ça, en fait. Non, c'est beaucoup plus simple. Non, mais on blague, mais c'est vrai. Selon nous, on peut financer et suivre une aventure entrepreneuriale seulement si on la comprend. Moi, je me lève pas. En plus, je ne suis pas banquier. Je deviens un petit peu avec Anne, elle me pervertit, mais je me lève pas le matin pour faire un prêt de 100 000 euros. Ça me fait pas vibrer. Par contre, voilà, 18 collaborateurs, une start-up, on s'est connus, c'était 2-3 personnes, voir grandir. Là, l'Amérique du Sud qui s'ouvre. Ouais, ça c'est génial, quoi. Okay. C'est l'aventure humaine. Ouais, c'est l'aventure humaine et l'aventure entrepreneuriale. Donc, maintenant, je vais vous dire où j'ai rencontré Laurent la première fois, et on s'est donné un petit concours avant de commencer la conférence. On a compté le nombre de fois où le mot start-up a été mentionné sur toutes les personnes qui sont montées sur scène, et c'est lui qui l'a mentionné le plus souvent. La première fois où je l'ai rencontré, c'était pas à Bruxelles, dans mon pays, mais c'était ici. Il était à Grenoble depuis 2 jours. Il arrivait à la CCI avec des caisses en carton, parce qu'il déménageait. Et il était dans une table ronde que j'animais, et j'ai cru que c'était lui le start-upper, en fait. Et donc, j'ai compris que la banque était vraiment en transformation aussi. Et c'était il y a 5 ans. Donc, bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment une des banques avec lesquelles on travaille le mieux. Je parle de Grenoble Angels dans ce cas-là, et puis je suis sûr aussi que c'est le cas dans d'autres écosystèmes. Merci, bravo, et bravo à vous aussi. Merci Philippe, merci à tous. Merci Morgane. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. On a fait ça dans les temps. Il reste un quart d'heure pour vous laisser vous rafraîchir avant l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de vous dire merci d'avoir été aussi nombreux, présents en digital ou pas, d'avoir communiqué sur les réseaux sociaux, sur votre présence, la dynamique du territoire et le pacte économique local. Dans 15 minutes, 20 minutes, dans la salle Malakou, à 16h30, se fera une conférence. Je crois qu'une grosse partie se fera en anglais, puisque ce sera animé par Véronique de Invest in Grenoble Alpes, avec des intervenants de Colombie-Britannique au Canada, de l'État de New York des États-Unis, de la Grande-Bretagne Swansea, de l'Allemagne et de la Tunisie. Donc le thème est les startups à l'heure du Covid, ou le monde d'après, en fait, à nouveau. Et je vous y incite vraiment à y participer, parce que la structure Invest in Grenoble Alpes aide avec la French Tech dans un projet qui s'appelle FACE, les collaborations inter-territoires, qui ne sont pas nécessairement les territoires que l'on connaît les mieux, qui ne sont peut-être pas les territoires comme on va dire la baie ou bien Londres, ou, voilà. Non, les écosystèmes existants, mais qui permettent l'échange interterritoire. Et récemment, on a fait une conférence avec la Corée, la semaine passée, vendredi, avec la Suisse et Lausanne, et qui permettent aux start-upers d'atterrir
en fast landing. Et donc d'intégrer un écosystème de manière efficace et efficiente au travers de ces services, avec tout l'écosystème, que ce soit Invest in Grenoble-Alpes, Minalogic, le CEA, le 3IA de Grenoble, MIAI ou la French Tech. Donc vraiment venez écouter, et si vous le pouvez, faites-le en salle Malacou ou bien en digital, cette conférence, parce que vous allez comprendre qu'en fait Grenoble est au centre d'un multi-écosystème. J'ai parlé d'une seule bulle ici, mais en fait il y a des bulles de champagne un peu partout. Et lorsqu'elles montent, à un moment donné, elles explosent, elles se rencontrent, et elles sont à l'air libre. Et cet air libre fait que voilà, c'est le monde de demain aussi. Il n'est pas juste fermé, renfermé. Il y a 1 an et demi, on s'envoyait des WhatsApp en disant où est-ce que tu prends ton apéro, dans la cuisine ou dans la chambre ou dans le salon. C'est pas ça le monde de demain. Le monde de demain, il est complètement transformé. Et j'espère que vous l'avez compris, que vous allez le faire au travers de vos entreprises, au travers de vos territoires et de vos accompagnements. Et les grands groupes ainsi que les startups, quand elles travaillent ensemble, c'est ça qu'elles amènent, une valeur supplémentaire à nous qui vivons sur cette terre et nous qui y travaillons. Voilà. Donc merci d'avoir été là, merci de votre engagement, merci de vos questions et bon apéro.